Bonjour à tous, je suis ravie d'intervenir sur la chaîne d'Exuvie Santé. Alors je vais me présenter rapidement, je m'appelle Olivia Cristofani, je suis naturopathe et en cours de spécialisation dans le domaine de la communication non-verbale, dans le non-verbal en général. Alors on m'a sollicité pour vous parler d'une discipline qui est peu connue ou peut-être même mal connue et que l'on pourrait classer un petit peu dans le domaine des sciences humaines, qui est la morphopsychologie. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien il faut savoir qu'étymologiquement le mot morphopsychologie vient de la combinaison de deux mots grecs que sont morphée et psyché. Alors morphée, ça représente tout simplement, ça signifie la forme, et psyché, ça représente plus l'âme, l'esprit. Donc c'est un terme un petit peu théologique qui renvoie finalement au fait de comprendre l'esprit à travers la forme. Mais en morphopsychologie, on parle plus d'études, de mécanismes de pensée psychologique. Donc la morphopsychologie, c'est l'étude des mécanismes psychologiques innés d'une personne et de ses capacités d'adaptation, ça c'est très important, par le biais de la forme de son visage. Donc en d'autres termes, et pour simplifier tout ça, c'est le lien entre la forme de votre visage et votre psyché, entre la forme de votre visage et votre personnalité, vos traits de caractère. Alors je tiens quand même à préciser que ça reste une discipline qui est très différente du métier de psychologue, puisque là où le psychologue va intervenir, il va analyser des comportements et des fonctionnements psychologiques vis-à-vis d'une personne qui se retrouve en détresse, la morphopsychologie, elle ne fait pas ça. Elle va dresser un portrait sur un fonctionnement de base en relation directe avec la forme du visage. Donc ça reste quand même très différent, bien que ça puisse être complémentaire, mais c'est quand même différent. Pour un morphopsychologue, chaque forme veut dire quelque chose. Votre visage veut dire quelque chose, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par extension, tout ce qui va toucher au design, à l'architecture, à l'art, à la peinture, tout ça, ce sont des formes finalement qui renvoient un message. Pour la petite histoire, il faut savoir que la morphopsychologie, elle revient de loin. Dès l'Antiquité, les prêtres égyptiens l'utilisaient pour recruter leurs élèves. Pythagore, lui, l'utilisait pour choisir ses disciples. Il y a eu également Hippocrate, père de la médecine, très connu pour sa célèbre théorie des humeurs et ses tempéraments, que l'on utilise d'ailleurs toujours dans le domaine de la naturopathie. Il y a également eu Aristote ou encore Galien. Bref, de tout temps, les hommes ont cherché à décrypter les visages de leurs contemporains pour mieux les comprendre. Au fil du temps, il y a eu des typologies plus médicales qui se sont développées, notamment au 19e siècle avec des médecins comme le docteur Claude Sigaud en France et Paul Carton. Il y a eu également William Sheldon aux États-Unis, mais pas que, il y a eu d'autres médecins en Allemagne ou encore en Italie qui ont mis en avant des typologies médicales, des typologies fonctionnelles, des typologies aussi en relation directe avec les différents systèmes du corps humain, les différents appareils, qui soient respiratoires, digestifs, cérébrales. Et c'est même allé encore beaucoup plus loin avec notamment un médecin en Allemagne qui lui a fait des relations directes entre des données corporelles et des psychopathologies. Et la morphopsychologie, eh bien, elle a vu le jour au XXe siècle grâce une fois de plus à un médecin psychiatre, le docteur Louis Cormand en France, qui finalement a repris un petit peu tous les concepts qui avaient été développés jusque-là, qui a décidé de mettre un petit peu plus de rigueur, qui a défini surtout une méthode beaucoup plus rigoureuse, puisque c'était une discipline qui avait tendance à être jugée un petit peu comme art divinatoire. Et il s'est donc appuyé sur des données scientifiques, physiologiques et biologiques, et c'est comme ça que la morphopsychologie est née en France. Alors pour introduire un petit peu la morphopsychologie, je vais essayer de vous expliquer dans un premier temps comment se forme votre visage, comment se crée la forme de votre visage tout du moins. Et je vais prendre en parallèle une grande loi morphobiologique fondamentale qui est très très importante à comprendre justement pour faire des relations entre la forme et la psyché. Alors comment se crée la forme de votre visage? L'être humain, vous, moi, sommes le résultat de deux lignées qui se croisent. Donc nous avons des caractéristiques morphologiques qui sont liées au père, à la mère, mais aussi aux générations qui ont précédé et qui ont une histoire. Et donc votre visage, dans le fond, c'est déjà le résultat de ces histoires qui passent par le biais de votre génétique. On est donc sur un héritage qui touche notre physique, notre plan physique, c'est-à-dire notre constitution de base, mais aussi qui touche un plan un petit peu plus subtil lié justement à ces histoires. Et là, ça va plus renvoyer justement à la psyché, aux émotions. Il faut savoir qu'il y a ensuite une énergie qui nous est propre, une énergie qui nous donne la vie, qui nous maintient en vie. D'ailleurs, en naturopathie, on parle beaucoup d'énergie vitale qui finalement est la résultante de trois choses, à savoir votre hérédité, votre système nerveux et votre système hormonal, votre système glandulaire, le système endocrinien. Les trois forment l'énergie vitale d'une personne. Et donc cette énergie vitale, c'est une force
qui pulse, qui pousse. Sa nature est donc de monter et elle va vers ce que l'on appelle le milieu. Alors le milieu, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas soi, c'est tout ce qui n'est pas moi. C'est-à-dire, c'est l'environnement, c'est l'entourage, ce sont les conditions sociales, les conditions économiques, la nutrition, bref, c'est tout ce qui est en dehors de soi. Et donc cette énergie vitale qui pousse vers l'extérieur va rencontrer la pression du milieu. Et entre ces deux forces opposées se trouve votre visage. Ce sont donc deux interactions incessantes qui vont donner la forme, qui vont venir modeler, qui vont venir dessiner le relief de votre visage. C'est la raison pour laquelle on va trouver des visages qui sont plutôt ronds, d'autres qui sont plutôt creux, d'autres qui sont plutôt plats, d'autres qui ont des mixités. Mais voilà, votre visage en tout cas se façonne, se dessine de cette manière-là. Et ces différentes formes de visage, eh bien on va les mettre en lien direct avec une loi morphobiologique fondamentale qui est la loi de la dilatation et de la rétractation, pardon. Donc ce sont deux forces, ce sont deux lois qui sont contraires, qui sont opposées, mais qui sont complémentaires et indispensables. Alors on peut aussi les appeler la loi de la dualité ou la loi des deux forces, et elles nous permettent de comprendre de quelle manière finalement la personne s'adapte au milieu qui l'entoure. Alors cette loi, elle a été découverte et mise en avant par le docteur Claude Sigaud, puis elle a été reprise ensuite par Louis Cormand. Et donc Louis Cormand nous explique ceci. Alors je vais prendre sa citation et ensuite je vais vous l'expliquer. Donc, la dilatation et la rétractation d'un volume corporel traduisent le travail intérieur incessant de deux instincts antagonistes et complémentaires d'expansion et de conservation. Toute forme dilatée indiquera une adaptation large et facile au milieu, et toute forme rétractée indiquera au contraire une adaptation plus difficile et plus élective. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien ça signifie que dans un milieu d'adaptation facile, c'est-à-dire dans un milieu dans lequel on se sent bien, la forme humaine tend à s'épanouir, donc à se dilater. À l'inverse, dans un milieu plus difficile, ou en tout cas l'adaptation est plus compliquée, pour X ou Y raison, donc ça peut être la nutrition, ça peut être les conditions sociales, ça peut être l'environnement, son travail, le stress, une maladie, bref, peu importe. Eh bien, la forme humaine, à l'inverse, elle tend plutôt à se recroqueviller, à se rétracter. Alors j'insiste sur le fait que ça soit deux forces qui sont opposées, mais qui sont quand même complémentaires, et que l'on va retrouver déjà au niveau du corps humain. Par exemple, quand l'on inspire, on a nos poumons qui se dilatent. Quand l'on expire, on fait sortir l'air de soi, les poumons vont se rétracter. Vous avez également vos capillaires sanguins qui vont faire un système de vasodilatation ou de vasoconstriction. Votre pupille qui, elle, va se dilater ou se rétracter. On appelle ça la mydriase ou la myosis. Bref, tout autour de nous, il y a ce phénomène-là de dilatation et de rétractation. Alors ensuite, pourquoi est-ce que l'on parle d'expansion et de rétractation, de conservation? Si par exemple vous prenez une plante, enfin vous observez en tout cas une plante dans une forêt qui a suffisamment de luminosité, qui est entourée de végétation, qui a les nutriments qui lui correspondent, elle va avoir tendance à se développer, donc à avoir ce mouvement de dilatation. À l'inverse, si vous prenez cette même plante, que vous la mettez dans un pot, vous la posez sur votre terrasse, vous lui donnez moins d'eau, vous la nourrissez moins, ou elle aura un peu moins de soleil, elle va pas mourir, mais en tout cas, elle va plutôt se préserver, se conserver. Eh bien, la forme humaine, c'est exactement la même chose. Je vais prendre un autre exemple tout simple qui va vous parler tout de suite, et je vais partir sur des extrêmes, c'est plus facile pour expliquer. Vous allez avoir l'enfant et vous allez avoir le vieillard. L'enfant, le bébé, il est lunaire, il est tout rond, il est tout dilaté comme un ballon. Il a une force d'expansion qui est phénoménale. Il découvre le monde, il va vers les autres, il met tout à la bouche. Il est dans cette joie de vivre, il est dans cette envie de découvrir, d'aller vers les autres. Donc il y a vraiment ce mouvement de dilatation, d'expansion. À l'inverse, le vieillard, lui, il va plutôt se protéger, il sera plus vigilant, il va plutôt se conserver. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi moins d'énergie. Vous voyez, tous ces liens-là, on les comprend aussi comme ça. Donc là où la loi de la dilatation nous enseigne finalement que ce sont des personnes qui sont plutôt ouvertes aux autres, au monde, qui sont plutôt plus adaptables, qui ont plus d'énergie, qui ont plus de vitalité, peut-être plus de libido, au sens large du terme, qui vont plus vers les autres, qui sont peut-être un petit peu moins vigilants, qui en tout cas ont besoin des autres, ont vraiment ce mouvement-là d'ouverture vers les autres, vers le monde. À l'inverse, la loi de la rétractation, eh bien, elle nous explique que c'est plus un instinct de conservation, de protection, de vigilance. On sélectionne plus, on fait plus attention, on se préserve, on se conserve. Alors il s'agit d'une loi qui s'applique sur l'ensemble du visage.
On est très rarement complètement dilaté ou complètement rétracté, il y a des mixités. Si par exemple je prends mon visage, je vais être plus rétracté au niveau du bas du visage et peut-être plus dilaté au niveau du haut, au niveau de la partie cérébrale. Voilà, donc après tout ça, ça se met en relation, ça se met en lien et ça s'analyse. Voilà, il y a à savoir qu'il y a quand même plus d'une 60aine de points à observer sur le visage, mais c'est une loi que l'on applique et que l'on observe énormément dans le domaine de la morphopsychologie. Alors pour illustrer un petit peu mes propos, je vous ai choisi 3 personnalités, 2 acteurs et un sportif pour représenter justement cette loi de la dilatation. Vous avez par exemple Christian Clavier, Gérard Depardieu et Teddy Riner. Vous en conviendrez, on n'est pas du tout sur les mêmes visages, on n'est pas du tout sur les mêmes physiques, mais quand bien même on est dans cette loi-là de dilatation, d'expansion. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir qu'on a quand même 2 acteurs avec 2 morphologies différentes qui incarnent des rôles quand même différents. C'est intéressant de faire des liens. Et puis pour la loi de la rétractation, je vous ai pris Ariel Dombal, Vincent Cassel et Benoît Poulvord. Donc là, c'est pareil, des morphologies différentes, nuancées, mais qui représentent bien cette fameuse loi de la rétractation. Alors je terminerai en disant que vous verrez que dans le domaine de la naturopathie, on observe aussi beaucoup les gens. Alors ça reste quand même différent de la morphopsychologie, mais la morphopsychologie prend quand même ses sources aussi de la naturopathie et notamment d'Hippocrate avec sa célèbre théorie des humeurs. Mais voilà, on observe beaucoup les gens, un petit peu à votre insu finalement, mais c'est quelque chose qui est important pour individualiser et surtout pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'autre. Voilà, en naturopathie, on fait des accompagnements qui sont toujours individualisés et ça passe par l'observation. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses ou en tout cas que ça aura suscité votre intérêt. Si jamais vous souhaitez creuser un peu plus sur tout ce qui touche à la morphopsychologie, vous avez le livre du docteur Louis Cormand, le nouveau manuel de morphopsychologie qui est très très intéressant. Et puis, je vous souhaite de passer un bel été. Prenez soin de vous. Bye bye.